Si vous créez encore du contenu comme en 2024 et que vous avez l'impression de parler dans le vide, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ce n'est pas que l'algorithme vous pénalise, c'est plutôt que le marché vous ignore malheureusement. Et franchement, je vais pas vous jeter la pierre, je me mets dans le même panier que vous parce que j'ai vraiment, vraiment l'impression d'avoir loupé un coche en 2024-2025 sur ce qui fonctionne vraiment en termes de contenu. Et je le vois, mes contenus performent moins qu'avant. Avant, pour moi, c'est un peu 2022-2023, mon audience est moins engagée, voire même, je peux vous dire que sur la fin de l'année 2025, j'ai commencé à perdre des abonnés. Alors à ce moment-là, j'ai dit stop. Et j'ai passé un mois, fin 2025 et début 2026, à faire des recherches, à me former, à espionner chez les autres ce qui fonctionne. Et je vais tout vous dévoiler dans cet épisode sur c'est quoi la création de contenu en 2026, qu'est-ce qu'il faut garder en tête. Et je vais pas vous mentir, une fois n'est pas coutume, je ne vous partage pas quelque chose que j'ai déjà implémenté, testé chez moi en mode allez-y, c'est ça qui fonctionne. Je vous partage des stratégies qui sont encore en cours d'implémentation chez moi. J'ai encore les mains dans le cambouis, mais un, je ne voulais pas attendre, peut-être que ça vous sera aussi utile. Et deux, j'ai pas envie du tout de faire de rétention d'informations, donc c'est parti. Dans cet épisode, je vais vous partager ce qui fonctionnait avant en 2024-2025, mais qui est complètement mort aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, ce qui fonctionne aujourd'hui en 2026, avec en toute fin d'épisode, l'aspect numéro un sur lequel je mets énormément d'attention, d'énergie en ce moment, puis les résultats que j'ai pu commencer à observer grâce à ça. On commence avec ce qui fonctionnait en 2024-2025 et qui ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est un petit peu le résultat de mes constats, de mes observations de ces derniers mois. Première chose qui ne fonctionne plus du tout, c'est le contenu informatif dit classique. Aujourd'hui, on le sait, ChatGPT, les IA informent mieux que vous et gratuitement. Désolée de vous le dire, mais je vous le dis, ces IA informent votre audience beaucoup mieux que vous ne pourrez jamais le faire. Donc, si votre contenu aujourd'hui peut être résumé par une IA, il n'y a plus aucun avantage compétitif et donc votre contenu, ben, pouf, il passe aux oubliettes. Et encore une fois, je dis beaucoup votre dans cet épisode de podcast, mais je me mets dans le panier. Ne pensez pas que je suis en train de vous faire la leçon, bien au contraire. En fait, ce que recherchent les gens aujourd'hui, ce n'est pas à être informés sur ce qui est possible, comment faire les choses, etc., mais plutôt d'être orientés dans leur recherche sur ce qui fonctionne vraiment, ce à quoi ils ont besoin de prêter attention, etc. On en reparlera juste après dans le point sur ce qui fonctionne vraiment en 2026. Deuxième chose qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui, c'est le contenu lisse, rassurant, presque consensuel. En fait, le contenu qui rassure est devenu aujourd'hui invisible. Si tout le monde est d'accord avec vous, en fait, personne ne va se souvenir de vous. Et encore une fois, il y a des IA qui vont beaucoup mieux répondre aux questions de votre audience que vous. On n'est pas là pour dire une platitude qu'on pourrait retrouver chez le copain ou la copine d'à côté. Un contenu lisse aujourd'hui, c'est pas un contenu bienveillant, c'est juste un contenu transparent. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer parce que j'avais tendance à être cette personne très dans le consensus global, très bienveillante, à vouloir toujours tout cadrer, mettre des parenthèses, des astérix de partout, parce que je sais de par mon métier qu'on peut rarement établir une vérité globale, unique, universelle pour tout le monde, alors qu'on est tous et toutes tellement, tellement différents. Mais gardez cette punchline en tête, un contenu lisse aujourd'hui n'est pas bienveillant, il est juste transparent. Et 2026 va vous demander de quitter un petit peu ce côté consensuel, bienveillant, lisse et politiquement correct pour aller un petit peu plus au cœur de vos opinions, aussi tranchées soient-elles. Aujourd'hui, on ne suit plus juste des créateurs, on suit aussi des prises de position, des opinions, un regard sur une industrie, un marché, un aspect, que sais-je. Regardez aussi votre propre utilisation des réseaux sociaux. Qui sont aujourd'hui les créateurs que vous suivez le plus? Tout domaine, toutes industries confondues, même si c'est d'un point de vue perso, d'un point de vue pro. Généralement, ce ne sont pas des gens lisses qui disent des platitudes que Claude, ChatGPT, Gemini pourraient vous résumer en 3 lignes. Généralement, ce sont des personnes qui ont un avis, des opinions tranchées, des prises à partie, etc. Et même si parfois vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, même si parfois vous pourriez nuancer leurs propos, en fait, c'est ça qui va vous rester en tête et qui fait que vous aimez les suivre, ce côté pas du tout lisse. Et c'est d'autant plus valable pour vous aujourd'hui si vous voulez toucher une audience qui ne vous connaît pas encore. Les gens vont s'identifier à vous de par vos aspérités, de par vos opinions, de par ce que vous allez pouvoir leur partager. Mais si vous offrez un truc tout lisse, ils pourront pas s'accrocher à vous, littéralement et symboliquement. Donc, fini les contenus tout lisses et place à l'ère des opinions tranchées. Et enfin, troisième chose qu'on oublie complètement en 2026, c'est les tendances, les hacks d'algorithmes, etc. Alors, je vais évidemment nuancer un petit peu mon propos.
Les tendances aujourd'hui servent toujours à faire des vues, même si c'est un petit peu moins qu'avant. Avant, il suffisait de reprendre à son tendance, par exemple sur Instagram ou une tendance sur TikTok, sur Instagram, et cetera, pour tout de suite exploser et être porté auprès de beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à nous. Aujourd'hui, c'est toujours un petit peu le cas, sauf que tout le monde s'est approprié ces codes-là et ça fonctionne quand même beaucoup moins bien, il faut le dire. Mais surtout, c'est quelque chose qui est assez éphémère et qui ne va pas forcément attirer des personnes qui vont être vraiment intéressées par ce que vous avez à raconter. Vous allez plutôt toucher des touristes avec ce type de contenu et il faut se le dire, si tout le monde fait la même chose, bah, en fait, plus personne ne sort vraiment du lot. Donc les tendances, oui, mais à petite dose et ce n'est plus ça du tout qui va faire que les gens vont vous découvrir et s'abonner à vous aujourd'hui. En fait, si je devais résumer la chose, je dirais qu'aujourd'hui, les tendances, l'utilisation des tendances, que ce soit les tendances que vous, reprenez à votre sauce ou même les sons tendances, les sons populaires et cetera, ça ne doit pas être le centre de votre contenu. C'est génial pour créer du contenu qui sort un peu du cadre, quelque chose de plus divertissant, parfois de plus personnel, pour, sauter un petit peu sur une actualité et tout. OK, ça fonctionne très bien, mais le cœur de votre contenu, ça doit être quelque chose plus evergreen, plus structurant, plus solide. Par exemple, moi je sais qu'à titre personnel, dans ma nouvelle approche, ce que je compte faire, c'est d'avoir un contenu thématique, du coup business, entrepreneuriat et cetera, qui pourrait être consommé à n'importe quelle époque de l'année et à n'importe quel moment et d'utiliser les tendances plutôt le week-end sur un fond un peu plus divertissant pour être un petit peu dans les codes du moment. Mais je ne vais pas du tout en faire un pilier central de ma stratégie de contenu. Ça, c'est fini pour moi. Et du coup, on arrive à notre deuxième partie, le cœur de cet épisode de podcast qui est ben, qu'est-ce qui fonctionne vraiment en 2026. Donc voici le résultat de mes observations de ces derniers mois. Et si je devais résumer ces observations en une seule phrase, c'est de vous dire que la magie de la visibilité, de l'engagement et du fait de faire décoller vos comptes sur les réseaux sociaux ne réside pas dans les formats de contenu. Ça ne va pas résider dans est-ce que je fais des carousels ou des réels, est-ce qu'il faut faire des réels tests, etc. Ça, on va mettre ça de côté pour cet épisode de podcast. Là, je vous parle vraiment stratégie de base sur bah, comment est-ce qu'on crée du contenu en 2026. Cette magie réside dans la clarté avec laquelle vous allez transmettre votre idée. Je répète, la magie aujourd'hui qui va faire décoller votre compte sur les réseaux sociaux ne réside pas dans les formats que vous allez utiliser, mais dans la clarté avec laquelle vous allez pouvoir transmettre vos idées. Ceci étant dit, j'ai relevé 4 types de contenus qu'il va falloir créer en 2026 et qui vont vous assurer de pouvoir décoller et vous faire connaître tout en construisant une base très solide au service de votre légitimité, au service de votre expertise et qui ne laissera jamais votre audience indifférente. Ces types de contenus, vous allez voir, je les ai structurés de manière à ce qu'ils soient valables pour n'importe quelle plateforme, n'importe quel réseau social. On n'est pas ici dans un épisode de podcast spécial sur l'algorithme Instagram, les formations Instagram ou autres. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez reprendre dans vos podcasts, vos vidéos sur YouTube, votre compte Instagram, LinkedIn, TikTok. C'est bref, qu'est-ce que les gens attendent en termes de consommation de contenu en 2026. La première chose, c'est un contenu éducatif clair qui réduit le bruit, pas qui en rajoute. Le contenu éducatif a beaucoup évolué sur les réseaux sociaux. Autant il y a quelques années, on se servait beaucoup de nos posts pour transmettre des to-do list, des stratégies, des frameworks, des plans d'action, etc. Aujourd'hui, on l'a compris, ça ne sert plus à rien parce que, un, il y a le fait mieux que nous, mais surtout, deux, les gens se sentent souvent un petit peu submergés. En 2026, l'audience, elle est surinformée, elle est fatiguée, elle est confuse et souvent elle est incapable de décider seule. Et donc de leur en rajouter sur la tronche en disant: «Il faut faire ça, tel plan d'action en 40 étapes», en fait, votre contenu, il faut pas vous demander pourquoi il fonctionne pas, c'est juste que c'est too much, les gens scrollent avant même d'avoir terminé de le consommer. Donc aujourd'hui, partez du principe que les gens veulent toujours apprendre et sont preneurs de votre expertise, de vos conseils, et cetera, mais ils ne cherchent pas plus d'idées. Ils veulent juste moins d'options. D'où le fait que je vous dis que notre premier point, c'est de continuer à créer du contenu éducatif, mais qui soit clair et qui réduit le bruit, le brouhaha que ces personnes-là peuvent expérimenter sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. En gros, votre audience, elle cherche quelqu'un, vous, mais qui va choisir pour elle, qui va réduire le bruit et qui va lui montrer la voie à suivre. La règle d'or à adopter dès aujourd'hui, c'est que un contenu égale un conseil ou une stratégie ou un message. Mais pas 5 conseils, pas un plan d'action. Un contenu égale un conseil. Et avant chaque contenu, vous pouvez vous poser la question magique. Avec ce contenu, qu'est-ce que je fais arrêter, commencer ou prioriser auprès de mon audience? Ça va vous aider à éviter de partir dans tous les sens et à créer des espèces de contenus encyclopédiques dont, très franchement, plus personne ne veut aujourd'hui. Et encore une fois, j'en ai créé beaucoup de ces contenus-là et j'ai vu avec une précision douloureuse le moment à partir duquel ça a arrêté de fonctionner. Et c'était pas en 2026, c'était bien avant. Si je dois vous donner des exemples très précis, vous pourrez dire: vous n'avez pas besoin de 10 stratégies différentes, voici la stratégie dont vous avez besoin pour X, Y chose en rapport avec votre industrie, votre métier, votre audience. Si tu fais X, Y, Z, fais juste ça.
Voici ce que je ferais si je repartais de zéro aujourd'hui. Ou si je devais vous citer des exemples, directement appliqués à The Bee c'est comme si moi je vous créais un contenu du type: «Si vous n'avez pas le client, ce n'est pas un problème de visibilité». Ou encore: «Vous n'avez pas besoin de poster tous les jours pour pouvoir vivre de votre business». Une idée à l'intérieur de mon contenu et on voit bien que je vous dis pas 10 étapes pour avoir plus de visibilité avec votre business. Ça, c'est fini. Maintenant, ce qui va fonctionner, c'est vous n'avez pas besoin de poster tous les jours pour pouvoir vivre de votre business. Pour créer ce type de contenu éducatif beaucoup plus clair qui réduit le bruit au lieu d'en créer, vous pouvez utiliser la structure suivante. Vous partez de ce que vous faites aujourd'hui. Vous décrivez ça dans votre contenu, que ce soit un réel, ça peut être les premières phrases que vous faites, que ce soit un carrousel, ça peut être les premières slides, que ce soit une vidéo ou un podcast, ça peut être l'introduction. Vous partez de ce que vous faites aujourd'hui. Ensuite, vous allez développer pourquoi ça ne fonctionne plus, pourquoi ça ne marche plus, pourquoi il faut plus faire ça. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec cet épisode de podcast. On a commencé à dire, bah voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce qui ne fonctionne plus, etc. Ensuite, troisième étape, vous pouvez parler de ce que ça coûte en termes de temps, d'énergie, d'argent, de continuer à s'acharner dans cette direction-là. Et ensuite, quatrième étape, le shift, la transformation, la prise de conscience à faire ou à opérer. Donc, la structure à suivre pour les contenus éducatifs aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi ça ne marche plus, ce que ça nous coûte, temps, argent, énergie, manque de résultats, et cetera, et ensuite la prise de conscience ou le shift, la transformation à opérer. Le deuxième type de contenu qui cartonne en 2026, c'est le contenu point de vue, POV, comme diraient nos amis, anglo-saxons. C'est le contenu qui vous fait prendre position de manière claire. Les contenus qui vont créer un avant-après, qui vont créer un changement dans la psychologie, le mindset de vos clients, de votre audience, pas forcément en mode prise de conscience, mais nouvelle manière de voir les choses. L'objectif de ce type de contenu, c'est de vous rendre mémorable. Et là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, fini les contenus consensuels, bienveillants, mais un peu lisses, sous couvert de vouloir mettre tout le monde d'accord, où en fait, on prenait pas du tout position. Dans ce type de contenu, point de vue POV, on va vous demander d'exprimer vos opinions, voire même peut-être d'être clivant. Mais attention, quand je dis prendre position, c'est pas forcément attaquer tout le monde, être violent en ligne ou agressif ou adopter des points de vue sans la nuance que vous avez envie d'y apporter. C'est juste d'être un petit peu plus tranché. Il va falloir forcer très légèrement le trait pour jouer les codes des réseaux sociaux, mais d'affirmer haut et fort ce en quoi vous croyez. Et je mettrai ma main à couper aujourd'hui que si vous et moi, on se retrouvait pour un café et que je vous interrogeais sur votre industrie, certainement qu'il y a plein de conseils qu'aujourd'hui d'autres personnes, vos collègues donnent avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Certainement qu'il y a des idées reçues auprès de votre audience où vous savez que c'est pas vrai et vous vous battez pour debunker ça auprès de vos clients quand vous les accompagnez. Bref, je vous demande pas d'être politisé, je vous demande pas non plus d'être virulent en ligne, je vous demande pas d'attaquer tout le monde, je vous demande pas d'avoir des opinions clivants, ultra tranchées qui vont complètement à contre-courant de ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous demande juste quelles sont les choses qui se passent aujourd'hui dans votre industrie ou dans la tête de vos futurs clients avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord et sur lesquels vous allez pouvoir taper du poing sur la table en disant bah, en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je vous donne des exemples très précis, ça pourrait être dire, bah, en fait, tout le monde vous dit de faire X ou Y, bah, en fait, moi, je vous dis l'inverse. Ou des titres comme ce conseil est en train de te ralentir. Si tu fais encore ça, voilà pourquoi tu stagnes. Et si je devais appliquer ça en mode The Bee Boost, des contenus que je pourrais créer pour vous, ce serait la visibilité n'est pas votre problème. Ou encore, vous n'avez pas un manque de motivation, vous avez un manque de courage pour prendre des décisions. Ou encore, créer plus de contenu n'a jamais fait scaler un business. Bref, des opinions, des prises de parole sur des sujets petits ou gros où vous vous dites, ben, j'ai un avis à faire entendre sur la question. La structure que vous pouvez utiliser pour ce type de post, encore une fois, quel que soit le format vidéo, podcast, article de blog, post Instagram écrit, post LinkedIn, carrousel, réel, vous avez compris, tout ce que je vous dis dans cet épisode de podcast peut être décliné pour tout format, toute plateforme. La structure à suivre, c'est 1. Beaucoup pensent que, une chose, la croyance. 2. Moi, je pense Y, je pense différemment. 3. Et voilà pourquoi. Donc ça, c'est pour le contenu POV, le contenu clivant, prise d'opinion, prise de parole, etc. Troisième contenu qui cartonne en 2026, c'est le contenu qui va documenter votre progression en tant que votre métier, par exemple moi en tant que coach business, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus, ils n'en peuvent plus des gourous parfaits qui ont tout compris, des experts qui connaissent tout en ligne. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est grandir avec quelqu'un. Pas l'admirer de loin, mais avoir l'impression de progresser en même temps que cette personne. Et en fait, les créateurs, si vous observez autour de vous, qui explosent en 2026 et même 2025, ce sont des personnes qui documentent leurs apprentissages et qui ne sont pas juste là à faire la leçon sur ce qui fonctionne parce qu'ils ont déjà
vécu tout ça, le chemin est loin derrière eux et aujourd'hui, ils ont un peu cette posture d'enseignant. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est suivre quelqu'un et marcher dans ses pas, quelqu'un qui est en train de vivre cette aventure, cette transformation, et cetera. Et en fait, c'est top, c'est une super bonne nouvelle qu'aujourd'hui les gens recherchent ça, parce que ça réduit énormément la pression qu'on peut parfois se mettre d'avoir l'expertise parfaite avant d'oser créer du contenu, de penser qu'on doit tout savoir avant de transmettre quoi que ce soit, ou de penser qu'on doit attendre d'avoir tout compris pour avoir la légitimité de créer du contenu. Donc en fait, trop bien. La barrière à l'entrée en termes de création de contenu, toutes industries confondues, n'a jamais été aussi basse, parce que les gens veulent être proches de vous, ils ne veulent pas juste vous admirer de loin alors que vous êtes sur votre petit piédestal. Et en plus, c'est des contenus que moi, personnellement, j'adore parce que ça augmente votre authenticité, ça crée un vrai lien de confiance et en fait, c'est beaucoup plus facile de créer un contenu qui documente ce que vous êtes en train de faire, plutôt qu'un contenu qui est juste là pour dire: «Voilà ce que j'ai fait dans les coulisses sans vous en parler et à partir de maintenant, je vais pouvoir vous l'enseigner». Pareil, en toute transparence, c'est exactement le but de cet épisode de podcast. Je vous ai dit en introduction, ouais, c'est des trucs que je suis encore en train de tester sur le podcast, sur le compte Instagram. J'ai pas encore toutes les connaissances, mais j'ai pas envie de faire de la rétention d'informations et voilà ce sur quoi j'ai décidé de miser cette année. Et si vous êtes encore en train de m'écouter à ce stade-là, c'est qu'en fait, ça vous intéressait, même sachant que tout n'a pas été testé, vérifié, éprouvé 10 000 fois, ça vous intéressait de savoir c'est quoi mon processus de décision, c'est quoi mes réflexions et comment est-ce que je compte l'implémenter au sein de The Bee Boost. Donc l'objectif de ces contenus où on documente notre progression, ça va être de créer de la connexion avec votre audience, créer une loyauté et pas juste de la visibilité. Exemple, ce sont des contenus qui pourraient s'intituler «Voici ce que je suis en train d'apprendre au sujet de X ou Y». Voici ce que je suis en train de tester en ce moment. Pourquoi ce que je faisais avant ne marche plus et qu'est-ce que j'ai décidé de faire à la place? Pareil, si je dois vous citer des exemples que je pourrais créer au sein de The Bee Boost, ce serait des choses du style: pourquoi est-ce que j'ai arrêté de poster sur Instagram comme une bonne élève? Ce que je pensais savoir sur Instagram et que finalement j'ai compris en 2026. Que la croissance de The Bee Boost m'oblige à revoir dans ma manière de créer du contenu. Ou encore, la décision inconfortable que j'ai prise cette année. Donc là, on est en train de documenter ce qui se passe en interne, au sein de nos petites têtes, au sein de nos entreprises et dans notre expertise qui évolue constamment. Et enfin, j'en arrive au quatrième type de contenu qui va cartonner en 2026. Là, c'est plutôt moi qui mets un pari, qui mets une pièce sur ce type de format. J'en avais déjà parlé au tout début de l'automne 2025. Ce sont les formats type format signature slash mini-série. L'idée, c'est de créer une petite série d'un nombre limité de posts, ça peut être 4 posts, 6 posts, 3 épisodes de podcast, où en fait on emmène notre audience avec nous dans une transformation, un voyage, un test, un projet. On voit constamment des personnes qui font des séries TikTok de, je sais pas, une trentaine de vidéos où ils rénovent leur bureau, où ils rénovent une maison. Et en fait, il y a un début, il y a une fin, on les suit dans un projet. Et en fait, ça crée presque une impression de série Netflix. Un contenu qu'on peut aller binge-watcher chez la personne qui donne envie de s'abonner et de revenir voir les épisodes d'après. Un exemple que je vous avais cité dans mon épisode de podcast sur les formats signatures et les mini-séries, c'était une série de la créatrice Shelby Sacco, j'espère que je n'écorche pas son nom, je vous le retrouverai, je vous le mettrai en référence. Et cette série s'appelait Sad to Savage, où elle décrivait tout son processus de glow-up intérieur mais aussi extérieur suite à, je crois que c'était une rupture amoureuse, bref, quelque chose qui l'avait rendue très triste, et elle expliquait comment elle se reprenait en main physiquement et intérieurement. Donc dans chaque TikTok, elle expliquait un aspect, que ce soit une astuce pour glow up en termes d'apparence, d'esthétique, ou alors un changement mindset qu'elle avait pu faire, etc. Et cette série, elle se découpe en, je crois, une petite quarantaine de vidéos, et après, il y a eu un début et il y a eu une fin. Et ça, c'est mon point d'après. Quand vous développez une mini-série ou un petit format signature, attention à ce que ce soit quelque chose avec une temporalité. Généralement, les gens se lassent, en fait, des formats signatures, des séries, etc. Alors quand vous faites quelque chose qui a une durée de vie de quelques semaines, de quelques jours, de quelques épisodes, pas quelque chose qui a duré toute la vie, en fait, les gens savent qu'il y avait un début et une fin. C'est comme la nouvelle saison des Bridgerton, ils sont trop contents, ils ont hâte d'aller le regarder et vous pouvez même l'annoncer dès le départ. Voilà, aujourd'hui, c'est le jour 1 de je redonne vie à mon compte Instagram et voilà ce que je fais. Aujourd'hui, c'est le jour 2 de je redonne vie à mon compte Instagram et voilà ce que je fais. Et il y a un truc, on va dire un effet collatéral des mini-séries que moi personnellement j'adore, 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 c'est que ça peut vous aider vous-même à vous challenger sur un objectif que vous pourrez avoir ou quelque chose que vous avez envie de faire. Exemple, je fais régulièrement ce challenge, je l'ai refait à l'été 2025, mais l'exemple que j'ai en tête date de l'été 2022 où je vous ai dit: «OK, je me fixe le challenge de faire un réel par jour pendant tout le mois d'août 2022» et je vous avais documenté tout ça. Jour 1 de je crée un réel par jour pendant 30 jours. Jour 2 de je crée un réel par jour pendant 30 jours. Donc si vous avez un projet, quelque chose sur lequel vous avez envie de vous challenger, ça peut être une super idée de créer une mini-série pour vous,
mais aussi du coup pour votre audience, parce que ça mixe un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment. C'est proche de vous, vous documentez un process, vous embarquez l'audience avec vous, ça va leur donner envie de se reconnecter pour voir la suite jour après jour. Bref, c'est top, je recommande 100%. Donc, en conclusion, les contenus en 2026 qui vont vous rendre visible sont les contenus qui montrent et documentent des processus en cours. Ce sont des contenus qui prennent position, ce sont des contenus qui vont documenter plus qu'ils vont enseigner. Ce sont des contenus où vous réagissez avec intelligence sur ce qui est en train de se passer dans votre marché, dans votre industrie, etc. Ce sont des contenus où un contenu égale une idée claire et pas du tout un contenu encyclopédique. Et finalement, ce sont des contenus qui vont miser sur l'evergreen et pas les tendances. Evergreen, ça veut dire des contenus qui vont rester au goût du jour, même dans 6 mois, même dans un an. Si je viens sur votre compte Instagram dans un an, bah, en fait, consommer le contenu pourra toujours me donner de la valeur, que ce soit en termes d'émotion, de prise de conscience ou même en termes d'apprentissage. Et c'est pas juste relié à une tendance du moment. Et enfin, on arrive à la dernière partie de cet épisode de podcast où j'avais envie de vous parler des titres et des hooks. Je sais, vous êtes beaucoup à détester ce mot-là, mais je pense que c'est une des choses les plus importantes que vous devez mettre en place dans votre création de contenu en 2026. Je dirais même que votre réussite dépend de ça. C'est pour ça que j'en ai fait une section à part. Avant, quand on crée un titre, alors quand je dis titre, il faut comprendre dans le sens global du terme. Ça peut être le titre d'un épisode de podcast, ça peut être l'objet d'un email, ça peut être le titre d'une vidéo, ça peut être la première slide d'un carrousel, ça peut être la première ligne sur votre post LinkedIn, ça peut être la première seconde d'une vidéo, d'un TikTok ou d'un réel. On parle de hook, en fait, on parle de l'accroche de votre contenu. Avant, on titrait beaucoup pour informer, pour dire OK, ce contenu va vous parler de X, Y, Z. Et en fait, en 2026, il faut bien comprendre que les titres sont là pour interrompre le scroll, pour attaquer une croyance ou alors pour bousculer. Et plus vous allez pouvoir soigner, travailler votre manière de titrer vos contenus, plus vous allez gagner en visibilité. Tout simplement parce que même si votre contenu est top, si l'accroche ne donne pas du tout envie de s'y intéresser, dans un monde où on est surchargé, sursollicité d'informations, les gens vont scroller. Moi-même, je le vois, dès que la première seconde, elle ne m'intéresse pas ou n'arrive pas à capturer mon attention, je scrolle. Quand je cherche une nouvelle vidéo à regarder sur YouTube, eh ben, je vais me baser sur le titre pour savoir est-ce que ça va m'intéresser ou pas. Et j'ai observé quelque chose très intéressant, c'est qu'en fait, les titres, tout particulièrement du côté du marché nord-américain, ont beaucoup changé. En fait, un titre n'a plus du tout l'air d'un titre. Un titre, c'est un petit peu une attaque directe à une croyance ou à une phrase qui est là pour nous bousculer, plus qu'un vrai titre dans le sens formel du terme. Donc, un titre n'est plus un titre. Et je vais vous expliquer avec plein d'exemples ce que j'entends par là. Avant, un titre était avant tout descriptif. Voici 5 conseils pour XY. Comment réussir à blablabla. Les X erreurs à éviter pour tadada. Et aujourd'hui, ça ne ressemble plus du tout à ça. En tout cas, ça ne devrait plus du tout ressembler à ça. Aujourd'hui, votre titre, il est là pour recadrer. Et il est là pour dire à votre audience, tiens, le problème, il n'est pas là où tu penses. Donc aujourd'hui, un titre, il est là pour faire 5 choses. 1. Attaquer une fausse croyance de votre audience et lui dire 1. Le problème n'est pas là où tu crois. Exemple, tu crois que X est ton problème, mais en fait, c'est pas vrai. C'est comme si moi je vous crée un contenu en mode c'est pas la visibilité votre problème. Sans vous en dire plus, mais juste une vidéo qui dit ton problème c'est pas la visibilité. Deuxième chose qu'un titre doit faire, il doit réduire et s'attaquer à un seul point. On est très loin maintenant, vous l'avez compris, des contenus longs encyclopédiques. Un titre, une idée, un contenu, un seul point. Donc au lieu de dire 7 stratégies pour X, Y, Z, aujourd'hui, on va dire la seule chose à faire quand blablabla. Troisième point, un titre, il est là pour créer une tension, il est là pour donner envie de savoir si on se trompe. Par exemple, si je vous fais des titres en mode «Pourquoi votre création de contenu est cool, mais complètement inefficace», bah vous allez avoir envie de vous dire «Bah Lille, alors qu'est-ce qu'elle a à nous dire là-dessus ?» Ou encore «Ce que tu fais, c'est bien, mais en fait, c'est ce qui te bloque aussi». Ah bon? Qu'est-ce qui me bloque? J'ai envie de savoir. Quatrième point, votre titre doit être ultra précis et non pas global. Au lieu de dire «Comment mieux vendre», on va dire «Pourquoi vos appels ne convertissent pas ?» Au lieu de dire comment booster sa visibilité, on va dire pourquoi poster plus ne vous rend pas plus visible. Et enfin, cinquième point, votre titre doit être un tout petit peu inconfortable, créer une micro-friction pour justement pouvoir interpeller votre audience. Si je dois vous donner des exemples de avant-après. Avant, on disait voici 5 conseils pour X, Y, Z. Aujourd'hui, on va dire voilà pourquoi cette approche ne marche plus et ce qu'il faut faire à la place. Au lieu de dire comment réussir sur Instagram, on va dire pourquoi Instagram n'est pas votre problème. Au lieu de dire 5 erreurs qui vous empêchent de vendre, on va dire l'erreur numéro 1 qui vous empêche de vendre. Au lieu de dire comment mieux vendre, on va dire pourquoi vos appels ne convertissent pas. Au lieu de dire comment booster votre visibilité, on va dire pourquoi poster plus ne vous rend pas visible. Au lieu de dire 7 stratégies pour blablabla,
on va dire la seule chose à faire quand on veut tac, tac, tac. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en 2026, on ne clique plus sur des promesses, on clique sur des remises en question. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai commencé à beaucoup tester depuis quelques mois et là, je peux vous faire un vrai retour d'expérience sur la question, tout particulièrement sur YouTube où je fais du A/B testing de titres pour mes épisodes de podcast. Il faut savoir que depuis quelques mois, mes podcasts ont un certain nom, un certain titre sur les plateformes d'écoute classiques, mais ils ont un titre un petit peu différent sur YouTube. Ils ont même 2 titres sur YouTube et je fais faire à YouTube un A/B testing pour voir quel est le titre qui va, me permettre d'être la plus visible ou de toucher une audience qui ne me connaît pas encore, étant donné que je suis sur une stratégie de croissance sur la plateforme. Les titres qui vont directement interpeller l'audience, les titres qui vont presque en faire un tout petit peu trop pour jouer les codes de l'algorithme, eh ben, ce sont systématiquement les contenus qui fonctionnent le mieux. Et j'ai même commencé à voir chez certains créateurs de contenu nord-américains, le fait que le titre limite soit sur la miniature YouTube et que le titre écrit renseigné dans YouTube, ce soit un complément, ce soit une punchline, ce soit une manière d'interpeller leur audience. Vous avez quelques exemples à l'écran. Donc, soignez vos titres, soignez vos hooks, soignez vos accroches. Si vous arrivez à réussir ça, la suite de votre contenu va cartonner. Donc, j'en arrive à la conclusion de cet épisode de podcast. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode ensemble, c'est celle-ci. En 2026, on arrête de créer du contenu pour être intéressant. On arrête de créer du contenu pour montrer qu'on sait, qu'on est l'expert d'entre tous les experts. En 2026, on crée du contenu pour apporter de la clarté, des opinions et notre parcours. Voilà tout le monde, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés au podcast ou qui n'ont pas encore laissé de commentaires, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou bien sur YouTube, je vous laisse le faire. C'est la meilleure manière d'encourager ces contenus, de me donner de nouvelles idées et de continuer pour moi à me challenger, à faire toujours plus, toujours mieux, en respectant les codes du contenu 2026, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!